Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Naissance a été réalisée le 29 avril 2021. Je me suis réveillé en pensant à l'avenir, au projet à venir. Je me sens les mains liées. En tout cas, tant que ma mission ne sera pas terminée en 2022. J'ai l'impression que je ne pourrai rien faire de ce que j'imagine dans ma tête. Eh bien, tout est une idée, et si tu lui donnes forme, toute idée est capable de se manifester. Comment faire pour qu'une idée se manifeste ? Souviens-toi, l'univers est mental, et par conséquent, tout ce qui existe n'est rien d'autre qu'une compréhension de lui-même. Mais c'est étrange, d'une certaine manière, car à partir de là, le doute qui m'assaille est « les pierres pensent-elles » ? Si tout est esprit et que la manifestation est l'esprit lui-même se reconnaissant, alors cela impliquerait qu'il y a une pensée consciente dans les objets inorganiques aussi. Comment s'explique-t-on cela ? Cela tient à ta conception de ce qu'est l'esprit, erronée d'ailleurs. Quelle est-elle alors ? L'esprit est le produit d'un réseau intelligent d'échange de données par impulsion magnétique et électrique, qui sont les vecteurs de l'information. La conscience est l'entité, l'agent, l'entité ou le sujet, constitué par cet échange de données, puisque le mot vient du fait que toutes ces parties séparées, les unes des autres, siraient, savoir, connaître, de l'indo-européen, skei, couper, partie, qui s'unissent, con, unité ensemble de quelque chose, de parties dans ce cas, et qui ont pris une entité par elle-même, ent, qui égale à être. La conscience est l'ensemble des parties reconnues d'un être. L'esprit et la conscience ne sont pas des concepts propres à l'espèce humaine, et pourtant, vous avez tendance à humaniser l'idée d'esprit et de conscience lorsque nous parlons de l'univers. L'univers est esprit. Ce n'est pas un esprit humain, car l'esprit humain est une distorsion de l'esprit de l'univers. Ce n'est pas un monsieur ou une madame qui pense, c'est simplement un réseau de données en interaction, tu comprends ? Bien sûr. En fait, le problème, c'est que nous, les humains, ne pouvons pas comprendre l'objet sans le sujet. Autrement dit, nous associons inévitablement une action à quelqu'un, et nous donnons à cet être une forme qui correspond à nos schémas d'existence. Nous humanisons l'esprit. C'est pourquoi il vous est difficile de comprendre l'esprit universel si vous le réduisez à de simples paramètres terrestres. Cela étant dit, tu pourras voir que l'esprit est un tissu éternel d'échanges de données qui façonne différents types d'interactions dans différentes dimensions et royaumes, minéral, végétal, animal, jusqu'à nous, les humains, et cela ne concerne que ce monde, car dans d'autres chaque histoire sera unique. La clé que cette idée te laisse, c'est que tout existe simplement par une extension de données, un échange d'informations qui nous place dans un processus de formation. Donc, pour qu'une idée se manifeste, l'échange de données entre les parties est nécessaire, comme les neurones dans le cerveau ou les cellules dans un tissu. Et il y aura deux manières concrètes de réaliser cet échange, verticale et horizontale. Quelle est la verticale ? C'est celle qui se rapporte à soi-même, la connexion entre l'esprit, l'âme et le corps. Il n'y a pas de manifestation s'il n'y a pas de cohérence entre ces trois aspects. L'aspect mental de l'esprit, l'aspect émotionnel de l'âme et l'aspect physique du corps doivent être en interaction fluide et constante pour que la manifestation soit possible. Pourquoi est-il plus facile pour beaucoup de personnes mauvaises de se manifester et plus difficile pour les personnes de bonne volonté ? Parce que généralement, ceux que tu considères comme mauvais sont cohérents avec eux-mêmes. Hein ? Mais s'ils font le mal, ils ne sont pas cohérents ? Comment leur esprit pourrait-il être d'accord avec le fait de faire quelque chose de mal ? Tout d'abord, l'esprit n'a pas de morale.
Pour l'esprit, le mal et le bien n'existent pas, et c'est pourquoi l'esprit te donne carte blanche à l'imagination, où tu peux faire ce que tu veux sans aucun jugement. L'esprit est une impulsion de conscience, pas un juge de tes actes. Deuxièmement, ils ne sont pas cohérents avec leur environnement, mais ils le sont avec eux-mêmes, au niveau vertical. Car ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ressentent, et ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils font. Les personnes que tu qualifies très légèrement de bonnes sont celles qui se trouvent coincées dans un schéma craintif face aux règles et qui suivent une sorte de morale, s'interdisent de voir au-delà des limites. La première erreur est de penser qu'il y a des gens mauvais ou bons. Personne n'est bon ou mauvais. Les attitudes se construisent au fil de l'expérience. Cela ne signifie pas qu'il faille être mauvais pour être un créateur, mais cohérent avec soi-même. Si ce que je fais est cohérent avec moi-même, mais incohérent avec le milieu qui m'entoure, la manifestation finira par s'effondrer, se détruisant elle-même. Et pourquoi alors y a-t-il des choses mauvaises qui perdurent autant, comme les dictateurs, la faim, les guerres, la corruption? Parce qu'elles sont cohérentes avec l'environnement qui les entoure. Une guerre ne se maintient que si les agents qui la composent vibrent au même niveau. La corruption se maintient si l'environnement qui l'entoure le rend possible. L'Allemagne, par exemple, a connu cet état de guerre, de corruption, de haine, de destruction, de racisme, mais cela n'a pas perduré dans ce pays, car la majorité de ses habitants ne soutenait pas cette énergie. Et c'est pourquoi cela s'est effondré pour renaître. C'est bon de savoir qu'il y a une chance de renaître. Toujours, comme je te l'ai dit, c'est une constante de transformation. Le rôle de la cohérence horizontale est donc clair. Exactement, celle qui implique d'être en accord avec le plan qui m'entoure. Si la cohérence verticale et horizontale s'unissent, la manifestation est imminente, car tu as créé un nœud, une croix. L'échange de données verticales génère un flux d'énergie interne et propre, qui fait que ce que tu penses descend vers les émotions et que les émotions activent l'action, tandis qu'au niveau horizontal, tu as besoin de partager ces données avec les autres. C'est ce que je fais toujours. Même si je ne suis pas sûr qu'un projet soit possible, j'en parle tout de suite à des amis ou à des personnes intéressées par le projet pour le rendre possible et viable. Plus il y a d'esprits qui y pensent, plus il sera facile de le co-créer. Si l'on considère que chaque personne est un neurone, l'interaction entre eux rend une idée plus susceptible de se transformer en action. C'est ainsi qu'une simple idée commence à tisser des réseaux de données en unissant différents agents, en prenant conscience d'elle-même, en formant une entité qui lui permet de se manifester dans la matière. C'est comme naître. Naître? La plus grande des manifestations de l'esprit universel est la capacité à créer des tissus, des réseaux qui permettent à cet esprit de se manifester en tant qu'individu, en tant qu'être pensant, unique, qui prend conscience de lui-même. Comme nous l'avons déjà dit, naître, c'est mettre quelque chose de nouveau au jour du mot indo-européen, gen qui signifie enfanter, donner naissance, et qui est à l'origine de mots tels que gènes, génitaux, genre, génome, et qui, dans sa modification phonétique, pour former un verbe, est passé de gen à gne, puis à gnasi, ce qui nous a donné naître. Mot partagé en anglais par nativité. Natality, nativity. Le concept de naissance est donc la manière de comprendre la manifestation de la conscience divine, dans laquelle le réseau de données forme un sujet ou une entité consciente, capable de créer par elle-même en vivant la réalité. Autrement dit, la manifestation est comparable à la naissance d'un aspect de l'idée cosmique. Ou, en tout cas, c'est la manifestation de l'idée cosmique qui donne lieu à la naissance. Chaque fois qu'un réseau chaotique de quelque chose en cours de transformation, de périssabilité, se dissipe pour nourrir de nouveaux corps, cette énergie se régénère sous la forme d'une renaissance. À l'instar du cycle de régénération, d'un champ où rien n'est rejeté, où tout est utilisé, la Terre réutilise sans cesse les mêmes molécules, les mêmes tissus. Rien n'est jamais sorti de ce monde. Nous avons toujours été ici. C'est toujours la même matière, qui n'a cessé de se modifier dans ses formes. La périssabilité est la clé de la naissance, la mort est la clé de la vie, tout comme l'idée est le fondement de la manifestation. Donc, si je comprends bien,
Pour pouvoir manifester, je dois renaître. Tu dois te permettre de renaître de tes cendres. Tu ne peux renaître que lorsque tu es prêt à réutiliser tes anciennes structures comme compost pour ta nouvelle création, de la même manière que nous avons vu comment l'expression est le fondement de l'expérience et que ce que j'expérimente cherche inévitablement à être intégré pour ensuite franchir le pas difficile du lâcher-prise, de la transcendance, afin de rétablir ainsi le cycle en revenant à l'expression. Dans les aspects les plus concrets, ces fondements universels se développent dans les concepts de reproduction, de croissance, de périssement et de naissance. Une vie humaine s'aligne généralement sur la naissance, la croissance, la reproduction et la mort, un parcours logique au cours d'une vie. Mais dans l'existence de l'univers, les cycles se répètent, et une fois que tu meurs, tu renaîtras, non pas parce que tu sors d'un corps pour entrer dans un autre, mais parce que ton corps se dissipe et que ton énergie est réabsorbée par l'environnement où elle se manifestera. C'est une constante. La renaissance est inévitable et logique d'un point de vue énergétique, mais pour qu'il y ait une naissance, quelque chose d'ancien doit mourir. Je te l'ai dit hier, je suis prêt à laisser mourir, périr, ce que j'ai apporté jusqu'à présent, pour pouvoir renaître. Alors tu comprends que ton énergie doit se tourner vers l'avenir, en cessant de regarder vers le passé. C'est pourquoi tu t'es réveillé avec des idées de manifestation vers l'avenir, de choses qui ne te ramènent pas en arrière, mais qui te font avancer. Oui, je renais, et cette renaissance implique la manifestation. L'étape de la naissance est l'aboutissement d'un processus d'interconnexion des données et le début de leur expansion. Tout ce temps, tu t'es porté toi-même, tu t'es nourri de la terre-mère, de la sagesse du je suis, et chaque donnée dont nous avons parlé t'a conduit à relier les données, les réseaux, qui te permettent d'être ce que tu es aujourd'hui. Tu t'en rends compte? De quoi? Que cela fait aujourd'hui 9 mois que tu es en gestation. Il est temps de naître. Tu as commencé ce chemin le 30 juillet 2020, et demain, il est temps d'accoucher. Ouf, qu'est-ce que ça signifie? Que tu as fait venir l'idée de l'esprit de l'univers, ici et maintenant, en les unifiant en toi, dans le réseau, en donnant forme à toutes les énergies qui créent les tissus de l'information. Et donc demain, le 30 avril, tu pourras sceller tout ce que tu as porté jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite? Nous t'accueillerons à la maison. La maison, les amis et la famille t'attendent. Taureau, Gémeaux, Cancer. Inspire profondément aujourd'hui, car demain, tu devras naître. J'inspire toute cette énergie que j'ai conçue pour moi, et ainsi la manifester dans mon foyer, chez mes frères et sœurs, dans la famille que nous formons. Bienvenue dans la vie, bienvenue à la maison.